Quels sont les films qui font de vous le spectateur ou le cinéphile que vous êtes aujourd'hui? Quelles sont ces projections qui ont réussi à éveiller en vous des sensations que vous ne soupçonniez pas? Quelles sont ces expériences cinématographiques qui... Ah putain, c'est pas le bon texte, c'est pour une prochaine fois, alors... Voilà. Même si je crois qu'une grande partie des expériences qu'on a vécues durant notre enfance nous forgent, nos goûts évoluent et pour certains s'affinent, comme du fromage. Voilà un fromage qui vient de rentrer en cave, voilà un fromage à maturité. Cependant, même si le temps et l'âge affinent souvent nos goûts, ce n'est pas forcément le cas sur les films. Un film qu'on a adoré à 15 ans peut être un véritable choc d'ordre négatif si on prend le temps de le revoir à 30 ans. Accepter que nos goûts évoluent et rester ouvert aux nouvelles propositions plus contemporaines permet de ne pas s'engouffrer dans une nostalgie dévorante, qui fait plus office d'œillère qu'autre chose. Le sentiment nostalgique n'est pas notre ami, et comme dirait un humoriste français que j'aime beaucoup, la nostalgie c'est comme les coups de soleil, ça fait pas mal pendant, ça fait mal le soir. Puis éviter ce sentiment, ça permet aussi de ne pas avancer des bêtises comme c'était mieux avant. En fait, vous voulez le retour du cinéma à la papa, avec le droit de cuissage et des escrocs, le type qui braque une banque et qui fait un film. Exactement. Vous savez, dans les années 60, les producteurs allaient jouer à la roulette pour Bien sûr, c'est payer connu. les équipes. Oui, non, mais c'est pour ça que les films étaient meilleurs. Alors oui, certaines choses étaient effectivement mieux avant, comme les films de Tim Burton ou Netflix quand on pouvait encore partager nos comptes. Là, tu t'es fait mal. Le fait est que la cinéphilie évolue et qu'on a de bons films qui sortent chaque année. Faut-il encore prendre le temps de se déplacer et d'aller voir les films sans avoir l'intention de les démolir gratuitement sur Internet? Durant ces 5 dernières années, j'ai de mon côté pu voir 3 films qui ont fait avancer ma cinéphilie significativement. Ces 3 films sont Suspiria de Luca Guadagnino, Memoria de Happy Chapong Weerasethakul et Pacifiction d'Albert Serra. Si je devais trouver un point commun entre ces 3 films, je dirais que ces 3 films difficilement accessibles, assez austères, qui misent sur des ambiances très singulières. Mais celui qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est Suspiria, film sous-coté, même si ça veut absolument rien dire. Les 2 autres auront sûrement le droit à une vidéo dédiée un jour. Mon ami, est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Suspiria est un film américano-italien sorti en 2018 et réalisé par Luca Guadagnino, notamment connu pour son film Call Me By Your Name. C'est un remake du film éponyme de Dario Argento sorti en 1977. Enfin, un remake c'est vite dit. Le film garde juste quelques éléments mythologiques comme le nom de certains personnages et prend place dans une école de danse dirigée par des sorcières en Allemagne. Une jeune fille américaine arrive à Berlin en 1977 pour auditionner à la Marcos Dance Academy. Son arrivée coïncide bizarrement avec la disparition d'une élève, qui a eu lieu après avoir déclaré à son psychothérapeute que les dirigeantes de l'académie sont une assemblée de sorcières qui vénèrent un triumvirat d'anciennes sorcières. Mère Tenebrarum, Mère Lacrimarum et Mère Suspiriorum. Patricia wrote about 3 mothers, lost in time, predating all Christian invention. Pre-God, pre-devil. Mother Tenebrarum, Mother Lacrimarum and Mother Suspiriorum. Darkness, tears and sighs. Pour ceux ayant vu le film culte de Dario Argento, ne vous attendez pas du tout à quelque chose dans le même esprit. Le film d'Argento s'inscrit dans une pure tradition du giallo, à la croisée des chemins entre un film policier, un film d'horreur et un film érotique, tandis que le remake de Luca Guadagnino, pour le dire crûment, ressemble plus à un film d'horreur pour un télo bon chic bon genre. On appelle ça l'elevated horror aujourd'hui. Plus méprisant comme terme, tu meurs. Bon, dit comme ça, c'est pas des plus vendeurs, mais c'est juste pour savoir où vous mettez les pieds si vous décidez de le regarder. Le film appartient à la tendance des The Lighthouse, Midsommar et compagnie, avec une photographie très léchée, du mystère tout le long de l'intrigue, et surtout un rythme lent qui prend le temps d'instaurer une ambiance. Ah oui, il est lent ce lait. Comment ça, il est lent? D'habitude, ça va vite. Je crois savoir que beaucoup de gens n'ont pas compris grand chose au film, et c'est vrai qu'il est assez hermétique au niveau de sa narration et à la compréhension de son univers, si on n'a pas vu la trilogie des mères de Dario Argento. Pour ceux n'ayant pas envie de se faire divulgacher le film, voici un timecode pour reprendre la vidéo sans risque, même si entre nous, vous n'allez sûrement pas comprendre grand chose sans avoir vu le film. Et surtout, l'intérêt de celui-ci ne réside pas ici selon moi. Suzy Bannon débarque à Berlin pour intégrer la célèbre académie de danse d'Helena Marcos, qui est en fait dirigée par des sorcières.
La chorégraphe, Madame Blanc, incarnée par Tilda Swinton, est impressionnée par son talent et lui offre le rôle principal du spectacle. En même temps se déroulent des élections pour savoir qui sera à la tête de l'académie entre Madame Blanc et Helena Marcos. C'est Marcos qui gagnera ces élections, non sans hasard, car elle prétend être Mère Suspiriorum. Le groupe de sorcières semble vénérer 3 matriarches, Mère Tenebrarum, Mère Lacrimarum et Mère Suspiriorum. Il s'avère que Marcos est une menteuse, et durant le climax du film, qui prend place durant un sabbat, qui vise à transférer l'âme de Marcos à l'intérieur du corps de Suzy, par divers sacrifices et trucs magiques, Suzy révèle être la véritable mère des soupirs et tue l'usurpatrice ainsi que toutes les femmes qui ont voté pour elle durant les élections. C'est très grossièrement résumé et j'oublie volontairement des informations, comme le fait que Suzy se rende compte qu'elle est Mère Suspiriorum seulement au milieu du film, sûrement pour cette raison qu'elle est attirée par la ville de Berlin et cette école depuis toute petite, mais bon, on va pas aller plus loin parce que ta gueule c'est magique. Puis de toute façon, on n'aura sûrement jamais plus d'explications, car le film a été un désastre au box-office, et la suite qui était initialement prévue a été tout simplement annulée. C'est pas dramatique, le film se tient en lui-même, puis ça participe à lui donner une certaine aura. Faut dire que le film a été salement accueilli par la presse et le public à l'époque de sa sortie, que ce soit positif, les cahiers du cinéma, Criticat, Libération, Télérama, ils ont quasiment tous chié sur le film. Mention spéciale à François Forestier de l'Obs, Guadagnino aligne les scènes d'horreur, le grand guignol pour les nuls, les moments de danse, les fifons des pointes, et les révélations foireuses avec entêtement. Si je vous disais que c'est ennuyeux, je mentirais. C'est à se pendre. Si je devais décrire l'effet que le film a eu sur moi, ce serait proche d'un cauchemar et tout aussi complexe à décrire. Quand on est à l'intérieur du cauchemar, tout semble cohérent, mais quand on essaie de l'expliquer à quelqu'un en retraçant chronologiquement les événements, ça ne ressemble à rien et on passe pour un allumé. C'était un fou, illuminé, qui prenait certainement des produits stupéfiants, peu importe. Suspiria, c'est un peu ça, et je crois que pour l'apprécier, il faut l'aborder sous cet angle-là. Après, il y a évidemment des choses à analyser et un propos. Le film se penche sur les parais de la société ou sur la dimension autodestructrice des organisations politiques radicales. Parce que oui, je pense que ça n'a échappé à personne, mais le film traite d'un groupe de sorcières féministes radicales, qui n'apprécient pas vraiment la compagnie masculine. Au vu des thèmes abordés par le film, le rêve, le cauchemar, le rapport à la mère, à la naissance, j'aimerais beaucoup que quelqu'un livre une analyse avec une lecture psychanalytique un jour sur le film. Après, la psychanalyse, ça vaut ce que ça vaut, charlatan ou pas, c'est juste qu'ici, ça collerait parfaitement. Lacan est d'ailleurs cité dans le film. Outre ce rapprochement au cauchemar, il y a aussi le rappel à la dimension féministe de la sorcière qui m'interroge. Effectivement, c'est pas nouveau. Il y a déjà eu des films qui ont traité de ce sujet-là. Je pense à des films comme Belladonna de Eiichi Yamamoto ou The Witch de Robert Eggers. Mais l'abondance de films avec des sorcières qui ne contiennent pas cette dimension féministe, ou au mieux les fleurs à peine, me perturbe beaucoup. Comment on peut en arriver à nier ou refuser de voir la dimension subversive et révolutionnaire de cette figure féminine? Je m'appelle Manon, j'ai 20 ans et je me considère comme une sorcière dans la magie blanche. Un autre point d'accroche que j'ai avec le film, c'est la danse. La danse est montrée comme un moyen d'exercer leur magie, ça change des formules et des potions, mais surtout, les mouvements de ces corps dansants paraissent presque géométriques et me rappellent des symboles circulaires magiques. Les corps des danseuses paraissent aussi déformés par moments. À titre personnel, je trouve ça très beau, mais je comprends qu'il y ait chez certains une forme de répulsion vis-à-vis de ces choses-là. Il y a quelque chose de proche de l'animalité et de la sexualité qui s'en dégage. When you were dancing, what did it feel like inside you, inside your body? It felt like what I think it must feel like to fuck. You mean to fuck a man? No, I was thinking of an animal. Le réalisateur avait d'ailleurs mentionné lors d'une interview qu'il détestait le concept de beauté pour le plaisir et qu'il trouvait ça surfait. Je comprends par là qu'il prend un sujet qu'on peut considérer comme laid tout en le magnifiant, partir du laid pour en dévoiler sa magnificence. Car on va pas se mentir, s'il y a bien une qualité dans ces films, c'est la plastique. Il avait pris la même voie pour son dernier film en date, Bones and All, où le cannibalisme se mélange à une romance criminelle. La séquence qui illustre le mieux ce que j'essaie d'expliquer selon moi est la séquence de torture où les gestes d'une danseuse semblent s'accorder à ceux de Suzy, qui danse face à Madame Blanc. Je peux pas vous montrer la séquence dans sa totalité en raison de la violence de celle-ci.
Vu qu'on parle de danse, faut évidemment dire un mot sur la musique. La BO est composée par Thom Yorke, le chanteur de Radiohead, et ce projet me semble plus ambitieux que ses autres productions solo. Le résultat semble à mi-chemin entre la mélancolie et l'angoisse, avec une atmosphère onirique. Bon, je suis pas le plus doué pour parler de musique, mais en tout cas, la composition de Thom Yorke saisit et accompagne parfaitement l'atmosphère du film. C'est un des albums que j'ai le plus écouté durant son année de sortie, et je trouve ça super que Thom Yorke se mette à la musique de film au vu du résultat. Conclusion. Ce remake de Suspiria n'emprunte à Suspiria que sa mythologie. On est sur des films radicalement différents, et même si j'adore l'original, je crois qu'avec le temps je me mets à préférer le long métrage de Guadagnino, que je trouve plus angoissant et moins ancré dans un genre. C'est un film d'horreur, certes, mais pas que. Ça me fait penser à des films comme Lost Highway de David Lynch ou Stalker d'Andrei Tarkovsky, qui s'inscrivent aussi dans des genres, mais qui s'en détachent très vite. Lost Highway, c'est pas vraiment un thriller, c'est pas vraiment un film noir, ni vraiment un film d'horreur. C'est un peu tout à la fois. Et Stalker, s'il s'inscrit dans le genre de la science-fiction, j'ai pas vraiment l'impression de voir un film étiqueté SF. Suspiria de Guadagnino, c'est pareil, alors que le film original est un giallo, qui est un genre très codifié et n'en sort jamais vraiment ni l'interroge. Je sais que certains avancent que c'est pas vraiment un giallo, parce qu'il y a du fantastique, mais en dehors de ça, il emprunte la quasi-totalité des spécificités du genre. Et personnellement, je suis persuadé que le genre est une impasse. Certains adorent parler de cinéma de genre, et je le comprends, le genre fut ma porte d'entrée dans le cinéma, mais avec un peu de recul, s'engouffrer dans des univers extrêmement codifiés et ne pas déroger à la règle par respect du genre, je trouve pas ça très stimulant pour pas dire mortifère. J'aime être surpris et j'apprécie assez peu de voir un film en mode automatique, qui remplit les cases de son cahier des charges. Par exemple, les productions de la société Blumhouse, hormis de rares exceptions, c'est plus vraiment des films qui m'intéressent. Les Insidious, Sinister ou American Nightmare, franchement j'ai donné, et je vois plus l'intérêt de voir des films qui me donnent l'impression de les avoir vus 200 fois auparavant. Les films qui ne s'inscrivent pas totalement dans le cinéma de genre me marquent plus en général. En tout cas, ce sont des films qui me restent. Néanmoins, j'adore beaucoup de westerns, des films de SF ou encore des films d'horreur. Jusqu'avec le temps, je les estime peut-être un peu moins. Suspiria est peut-être arrivé au bon moment dans ma cinéphilie, durant un tournant où je cherchais autre chose, et malgré ses défauts évidents, sa narration absconce et son maniérisme un peu trop prononcé à mon goût, le film a touché quelque chose de chez moi que je n'avais pas encore vécu au cinéma. J'avais comme l'impression d'avoir découvert un joyau dont tout le monde se fout, d'où l'existence de cette vidéo. Je vous invite évidemment à regarder Suspiria de Luca Guadagnino et le film d'Argento aussi si c'est pas déjà fait, et de poster dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, un lien est en description. Merci de votre attention et à la prochaine.